À plein. Bonjour tout le monde. Et ben, une nouvelle émission aujourd'hui d'Homme en Lumière. Et j'ai le plaisir d'interviewer Jérôme Lavince. Bonjour Jérôme. Bonjour Ludovic, bonjour à tous et à toutes. Euh, Jérôme, alors moi je te connais, bien sûr, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens de la communauté qui te regardent ou qui vont te regarder dans les prochains jours? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais au quotidien en ce moment? Alors, qui es-tu? C'est une question existentielle. Écoute, Jérôme Lavince, 52 ans bientôt, j'habite dans la région de Reims, dans un petit village qui s'appelle Prouilly. Voilà, tu es dans mon bureau actuellement, dans ce petit village. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Écoute, je m'amuse, je crois que c'est la première chose. Je me questionne, j'élabore, je suis très créatif. Euh, et puis, je cherche à avancer aussi dans ma vie. Donc, voilà un peu ce que je fais. Alors, ça, c'est dans la manière de faire. Et puis, si tu veux mettre des casquettes métiers, bah, euh, je suis coach, je suis facilitateur de pratiques d'intelligence collective, je forme à certaines pratiques. Puis, je fais de la supervision aussi pour les métiers de l'accompagnement. Voilà pour les étiquettes métiers. Voilà, c'est ce qui me vient là, un peu naturel ou directement. Et ok. Moi, j'ai juste envie d'avoir une petite précision parce qu'on parle d'intelligence collective là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de travailler sur de l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est un sujet qui a émergé dans les années 90. Et j'ai mis le doigt sur ce sujet-là parce que j'ai travaillé dans l'industrie pendant plus de 25 ans. À la base, je suis biochimiste, je suis passionné euh, de la science, des lois du vivant là-dessus. Et puis, j'ai eu une mission euh, oui, à gérer un projet stratégique dans l'entreprise où j'étais. Ça a super bien marché. On a innové. J'ai voulu comprendre qu'est-ce que c'était l'innovation. Et à ce moment-là, j'ai refait un master en innovation. Et j'ai fouillé le sujet et j'ai mis le doigt sur ce sujet intelligence collective. Je ne connaissais pas ce que c'était, donc j'ai lu des tas de revues, des tas d'articles. Donc pour moi, l'intelligence collective, c'est c'est un groupe qui cherche à traiter une question complexe ensemble pour trouver des options de solutions. Je dis bien des options, hein. Dans le champ de l'innovation, on parlerait de prototypage ou de concept pour répondre à une question complexe. Donc, qu'est-ce qui amène un groupe à se rassembler pour se dire, mais on a quand même intérêt à se mettre ensemble, à mettre des ressources ensemble pour répondre à ce défi qui se présente à nous. Et donc, bien évidemment, au regard du défi qui se présente à nous, on en a la même vision et comment on va interagir là-dessus. Donc, pour moi, l'intelligence collective, c'est celle qui va activer ce qu'on appelle les phases de collaboration, co-élaborer un futur possible en se disant, bah, moi, je suis prêt à mettre telle ressource là-dessus. Je pense que la vision du sujet complexe est comme ça. Est-ce que c'est OK est-ce qu'on a de grandes chances d'y répondre ensemble et est-ce qu'on peut imaginer ensemble ces fameux concepts d'options réalisables? Là, on est vraiment dans la phase coélaboration et il y a la phase coopération, c'est-à-dire une fois qu'on a imaginé le concept, c'est bien beau. Si pour faire face au défi, il faut construire, je sais pas moi, une maison avec des panneaux solaires qui tournent, etc. Il faut bien se répartir le travail. Et là, on a un autre champ qui est le champ opératif, où il y a des tas de choses qui se croisent, comment je pourrais dire, des tensions qui peuvent se déclencher. Et donc, cette intelligence collective, il y a vraiment un gros travail de élaboration des règles d'interaction entre les individus pour pouvoir élaborer et opérer. Et comment ça va suivre le flux du vivant, parce qu'en fait, on voudrait que ce soit comme ça dans les projets, et c'est absolument pas représentatif de ce qu'il y a de vivant dans dedans. Donc,
c'est l'activation des intelligences multiples d'un groupe qui met ça en coaction pour répondre et cheminer sur cette question complexe. Et je pense qu'en ce moment, il y a quelques beaux sujets complexes à traiter. Voilà ce qui vient là. Hmm. Je ne sais pas C'est comment ça intéressant parce que t'éclaire. enfin, en entendant tes mots, moi j'ai plusieurs trucs qui viennent. Je pense notamment aux fourmis, aux fourmilières. Quand on parle d'intelligence collective, mais je me dis, est-ce que finalement, c'est pas comprendre que quand on a un but commun, c'est comme si chacun devait se mettre au service de ce but-là et redescendre un peu la part égotique pour se dire, OK, c'est quoi ma contribution pour le bien du plus grand nombre, sans que le moi, ils se mettent devant. Et il y a une autre chose qui me venait, c'était, je voyais souvent dans les sociétés, on va dire, plus premières, où souvent les gens étaient reconnus pour leurs compétences réelles et pas pour des fois leur statut. Ça veut dire, bon, bah ok, toi tu sais fabriquer des armes, bah, c'est toi qui vas faire la fabrication des armes. Toi tu sais pister un animal, bah, c'est toi qui vas chasser. Toi tu es meilleur pour construire des vêtements, bah, c'est toi qui fais les vêtements. Et il y a pas de, justement de réflexion, notamment d'ego. Enfin, c'est quand tu parlais de collaboration et de mise en pratique, enfin de co-élaboration et de co-création, enfin de mise Coopération. en pratique, de dire finalement la mise en pratique, c'est celui qui est le meilleur dans cette mise en pratique qui devrait le faire, et pas notamment celui qui a eu l'idée ou celui qui croit qu'il peut faire, mais Ça dépend en fait dans les groupes. Parce que des fois, si tu regardes dans les entreprises, souvent le monde de la compétence prévaut. Et c'est pas toujours celui et je dirais le critère de performance prévaut. Mais des fois, c'est pas toujours ça qui compte dans la viabilité d'un groupe. C'est-à-dire que c'est intéressant que celui qui a la sagesse, la connaissance et la compétence transmette à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, moi, je suis incompétent, mais j'aimerais devenir compétent. Et donc, c'est OK pour moi de prendre ça en charge. Et si le groupe, il est d'accord, de dire, bah oui, écoute, vas-y, Jérôme, et on est OK aussi sur le fait que tu vas pas pouvoir faire ça en 3 heures tout de suite, tu vas peut-être prendre 3 jours, mais que ça va nous permettre d'avoir une double compétence dans le système, ça a du sens. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller travailler le sens du collectif et dans les choix qui sont posés. Donc, non, pour moi, ce n'est pas systématique. Des fois, dans les systèmes, on veut que ce soit celui qui est le plus capable, le plus compétent, qui assure. Donc, ça dépend de l'état d'urgence. Alors, comme souvent, nos systèmes sont dans un état d'ultra-urgence, eh ben, on met ça en charge sur la personne qui est la plus compétente. Mais la pérennité fait que, par exemple, cette personne-là décide de changer de système, bah, on est complètement désarmé. Et donc, le sujet de la transmission, c'est un sujet important dans les systèmes qui active cette intelligence collective, parce que le champ de la connaissance et des savoirs est un des ingrédients de cette activation de l'intelligence collective. C'est qu'est-ce que je crée comme nouveau savoir par l'expérience, mais comment je vais m'appuyer sur la sagesse, la connaissance, la compétence des individus du groupe pour l'amplifier et pour prendre des décisions, parce qu'une question complexe amène à prendre des risques. Et donc, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'option où la grosse différence entre un sujet complexe et un sujet compliqué, c'est que tu mets des consultants qui connaissent très bien la situation, vous n'avez qu'à faire A, B, F, G pour répondre à la question, ça va le faire. Là, une question complexe, il n'y a personne autour de la table qui est prêt à mettre 1 million d'euros en disant, c'est sûr, si on fait ça, ça va marcher. Donc, ça veut dire ça marche par itération, et ça amène le collectif à revisiter souvent le champ de l'expérience, du vécu, des informations qui sont traitées pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et dire, ah ouais, on pensait que c'était ça. Waouh, on a obtenu voire plus que ce qu'on imaginait, ou alors c'est pas du tout ça. Donc, comment on va réguler ce qui se vit émotionnellement dans le collectif? Et d'ailleurs, un des sujets de l'intelligence collective, c'est pas simplement coller des post-it, faire des patates et décider. C'est travailler avec ce qui est vivant dans le groupe. Et ce qui est vivant, c'est les individus. hmm, Donc, il y a des choses qui se passent au niveau individuel, il y a des choses qui se passent
au niveau au niveau du collectif. Et je dirais les groupes, les ethnies qui ont développé cette sagesse, ben, je crois qu'on a beaucoup à y apprendre. Moi j'ai découvert ça quand j'ai fouillé la question. J'ai eu la chance de contribuer à un livre sur l'intelligence collective. J'ai découvert Éric Julien qui nous ramenait toute la sagesse des Cogis. Et Eric explique quand d'un seul coup, le collectif a dit ouais, c'est bien de faire un pont. On a un creux entre deux montagnes, il faut faire un pont. Et il me rapportait que bah, allez, hop, tout le monde, les enfants, les anciens, les hommes, les femmes, tout le monde arrive. Et puis il dit c'est complètement dingue parce qu'il n'y a pas de plan sur la comète. Il y a les mamos qui sont les chamans qui disent ça semble être le bon moment pour pouvoir construire le pont ensemble. Puis d'un seul coup, il y a de la transmission. Et puis les jeunes, tiens, fais comme moi, etc. Puis il a dit, mais en l'espace de 3 jours, il y a un pont qui se monte et il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc comment ils font pour pouvoir œuvrer ensemble? Donc ça, pour moi, il y a quelque chose de la sagesse et de l'intelligence collective. Et en plus, ils célèbrent, c'est-à-dire ils sont super contents. Un des éléments de l'intelligence collective, c'est non seulement relever, se mettre en mouvement pour tester quelque chose ou opérer sur cette question complexe. Donc, il y a des effets de concentration, de présence, euh, voilà, de dépassement aussi, mais il y a quelque chose de l'ordre de la joie qui s'opère derrière. C'est-à-dire, il y a une satisfaction, c'est l'état de flow qui a été illustré, c'est j'étais concentré, nous étions concentrés, et waouh, mais je pensais même pas qu'on allait pouvoir vivre ça. Donc, moi, j'ai vécu, par exemple, dans la création d'une œuvre éphémère. Au Québec, j'ai participé aux Artisans du Changement. Et donc, il y avait quelqu'un qui nous faisait, qui voit Chantal, qui voit le monde en circulaire et qui nous avait fait faire comme une espèce de mandala. Un gros, gros travail de conscience. On était gardien d'une couleur et on ne pouvait faire que des ronds ou des choses circulaires. Puis au fur et à mesure, tu vois que ça se construit. Et quand on est revenu avec la peinture, donc c'était dans l'événement des artisans du changement, mais les autres participants, ils ont dit, waouh, mais vous avez pris combien de temps pour faire ça? Et en fait, on avait pris même pas 1 heure et demie. Donc il y a quelque chose de je ne sais pas ce que je vais obtenir. Euh, je suis attentif à ce que c'est, chacun contribue à la hauteur, et en même temps, il y a quelque chose qui se construit et qui nous dépasse. Voilà, donc pour moi, il y a ça. Et derrière intelligence, il y a aussi, je dirais, sagesse collective. C'est-à-dire au service de quoi et pourquoi. Parce que, bon, là, je vais être décapant, mais des fois, j'utilise cet exemple-là. Est-ce que les nazis développaient de l'intelligence collective? Absolument. C'est-à-dire, ils ont quand même mis en place des choses que je juge effrayantes, mais pour répondre à une question complexe. Donc, ça veut dire aussi quel sens, qu'est-ce que je mets comme intention pour pouvoir traverser cette question complexe. Donc, l'intelligence n'est pas suffisante. En tout cas, pour moi, il y a autre chose à mettre en amont pour traiter la question. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui me venait à moi dans les mots que tu disais, c'est que je me disais, mais oui, en fait, il y a l'histoire d'intelligence collective, mais tu l'as déjà nommé, c'était l'histoire du sens. Ça veut dire, quand tu parles d'éco-guise, à un moment donné, oui, c'est bien les femmes médecines qui, au début, guident tout le monde en disant, là, c'est le moment, il faut qu'on fasse ça. Et peut-être que s'ils l'avaient fait à un autre moment, il y aurait eu des tensions dans le groupe, il y aurait eu des discussions, des engueulades, des choses comme ça. Donc, c'est aussi de revenir dans... Moi, j'entends, c'est à quoi on se relie et au service de quoi? Parce que de l'intelligence collective, je suis désolé, mais l'intelligence collective pour une société qui va faire des meubles et qui va créer de la déforestation en Amazonie, à quoi ça sert, par exemple? Ou est-ce qu'on est vraiment reliés en tant qu'être, en tant qu'humains, les uns avec les autres, quand on est au service de ça? Donc, moi, ce qui me venait, c'est est-ce que le problème, c'est pas notamment l'intelligence collective, mais c'est en amont, c'est quelle vision on suit. Monsieur? Est-ce que l'essentiel au début, c'est pas d'avoir du sens et que l'intelligence, c'est d'être au service de personnes qui ont une vision et de personnes sages qui ont une vision, comme des hommes médecine, comme toutes les sociétés premières, quand ils faisaient des choses comme ça, c'était initié à l'origine par des hommes médecine qui avaient eu des visions.
et pas par un besoin purement économique ou de prédation, quoi. Pour moi, alors, en effet, je pense que c'est ce qui met un peu à mal ou en transformation les systèmes actuellement. C'est-à-dire que, bon, des fois, en allant animer des séminaires d'intelligence collective, je vois bien que les participants disent, ouais, bon, c'est super, on fait des patates, etc. Mais ça vient, je dirais, générer des paradoxes à l'intérieur d'eux. Et en fait, nous sommes au cœur de paradoxes en ce moment. C'est-à-dire, oui, un entrepreneur, un leader, comment être visionnaire en intégrant ce qui se passe sur la planète actuellement, quel sens je vais donner, parce qu'en même temps, il y a du business, il y a de l'argent à faire, donc ça vient nous remettre on travaille en fait sur les échanges, sur la relation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle tu pourras voir ça de l'économie de la résilience, de comment on intègre des critères qui sont réellement liés au vivant et non pas faire du greenwashing dans des orientations ou des visions. C'est-à-dire, ah bah oui, super, on prend des sacs en papier au lieu des sacs en plastique. Ok, c'est super, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc pour moi, il y a quelque chose qui nous ramène à, à la reconnaissance que tout est en lien. Et d'ailleurs, les tribus amérindiennes, quand ils disent à toutes nos relations, c'est pas les relations familiales. Ça ne s'arrête pas là. C'est beaucoup plus large que ça. Quand les Kogis expliquent que la Terre, ce sont des gardiens, tout est en lien et que nous ne respectons pas la Terre-Mère actuellement dans ses équilibres, c'est la prise de conscience, en tout cas l'activation que, bah oui, c'est quand je fais quelque chose à cet instant-là, quand on est là, ça va avoir une incidence beaucoup plus loin, voire même ça nous dépasse. Donc comment je prends de la distance pour imaginer jusqu'où ça pourrait toucher, en sachant bien que je ne pourrais pas savoir jusqu'où ça va toucher dans l'univers, notre petite conversation. Il y a personne qui peut mettre ça au milieu de la table. Et pour moi, tous ces peuples premiers, ont une grande sagesse, qui sont source d'inspiration. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de thématiques, entreprise, permaculture, vivant. Voilà, tout ça, ça arrive en ce moment. Parce que nous sommes Mm. contraints. Et c'est Mm. bien. Et moi, je suis joyeux de ça. Nous allons être obligés de prendre des risques, de changer nos manières d'être et de faire. Et il me semble que ça va nous amener à mettre le sujet des ressources, hein, au milieu, comment on va gérer les ressources, comment on va gérer le pouvoir et les prises de décision. Donc, le sujet, il est même sociétal pour moi. Et nous avons plein de choses à expérimenter, à traduire, Mm. à diffuser ou à arrêter. Voilà. J'ai- bien, on est raccord, hein, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai la même vision. Il y a quelque chose qui me venait aussi tout à l'heure quand tu partageais sur l'intelligence collective, c'est que souvent on veut se transformer. Et transformer, c'est passer d'une forme à une autre. Mais c'est souvent quelque chose de complexe. Quand tu dis, il y a des systèmes complexes ou des situations complexes. Et je me dis des fois qu'on oublie peut-être qu'avant de se transformer, il y a Mhm. se former. Et qu'on oublie de quoi les êtres sont constitués. Ça veut dire que quand on veut changer de forme et passer d'une forme à une autre, il faudrait peut-être qu'on comprenne déjà sous quelle forme on est et qu'est-ce qui fait qu'on est sous cette forme-là, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui fait que, eh ben, que des individus, pour créer quelque chose ensemble, il faudrait peut-être déjà qu'ils commencent à se connaître eux-mêmes pour savoir comment évoluer ensemble. Et comment ça, tu vois, tu l'abordes, tu vois, par rapport à est-ce que tu amènes les gens à prendre conscience de leurs propres réactions, de leurs propres pensées, de leurs propres croyances pour dépasser ce paradigme, en fait? Oui. Euh, Quand j'ai travaillé sur le sujet de l'intelligence collective, à un moment donné, j'avais fait une étude de cas et j'avais besoin, c'est un peu mes anciennes casquettes, je dirais, de scientifiques qui revenaient, de traduire par un schéma qu'est-ce qui faisait qu'un groupe pouvait aller aussi vite, voire plus vite qu'un autre, pour avancer sur une question complexe.
Et l'image qui m'est venue à ce moment-là, il y avait une histoire d'engrenage, de pédalier. Et donc, je me suis inspiré. Et d'ailleurs, c'était en allant faire du vélo avec mon fils que j'ai compris, c'est en changeant et en déraillant sur les plateaux. J'ai dit, mais c'est ça. C'est-à-dire, je peux mettre une énergie dans un système et suivant la nature des plateaux, comment ils sont agencés, ben, ça ne produit pas le même travail, le même déploiement. Et le pédalier, pour moi, c'était quelque chose où je me rendais compte que le collectif amène. Donc, il y a une pédale, c'est le collectif. Et il y a une pédale, c'est l'individu. Et moi, j'observais que des fois, le collectif, il avançait et ça amenait quelques individus, moi y compris, à changer des choses. Et des fois, c'était l'inverse, c'est-à-dire, il y a quelqu'un, un membre du groupe, qui ramène une expérience, qui ramène une émotion, qui ramène un savoir, qui va faire changer le collectif. Donc, c'est un processus qui se déplace sur une ligne de temps. C'est-à-dire, si tu regardes le vélo, bah, ce n'est pas toujours la même chose là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, c'est super, comprendre toutes les techniques pour faciliter, pour émettre des idées, choisir, trier, etc. C'est un élément important. Mais des fois, comme tu l'as dit, ce qui va limiter un groupe, ce sont les croyances ou le champ individuel. Et ça, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu. Ça a été un moment fort, un moment de désarroi aussi pour moi. C'est-à-dire que je vivais vraiment ce qu'on peut appeler la pleine performance du collectif, de mon équipe. Et mon boss, à ce moment-là, me dit Jérôme, t'arrêtes de faire ce que tu fais, c'est dangereux, tu fais rêver les gens. Et là, je ne comprenais pas parce que on avait fait des évaluations sur une échelle de 0 à 10, on se trouvait entre 8 et 10, et je me disais, mais je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi on me demandait. Et je me souviens qu'un matin, j'étais dans ma Clio, j'allais travailler. Après avoir vécu cette expérience-là, je pleurais dans la Clio en disant, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais plus faire autrement. C'est-à-dire prendre des décisions collectivement en disant, écoute, c'est toi le responsable, donc c'est toi qui choisis. Je ne savais plus le faire. Je me disais, mais je vais jamais y arriver. Donc, j'ai beaucoup échangé avec ma propre équipe là-dessus. Et au fur et à mesure, ce sujet a avancé. Et ce que je me suis aperçu, c'est que la demande qui m'était formulée était liée à une peur. Et la peur, c'est la gestion des émotions dans une équipe. Donc, mon boss, à ce moment-là, me disait, oui, mais toi, de toute façon, t'arrêtes ça. Bon, c'est pas comme ça qu'il me l'a formulé, c'est l'empreinte que je garde, mais toi, tu n'as pas de problème dans ton équipe. Et je disais, comment ça, j'ai pas de problème dans mon équipe? Non, mais ils sont tous OK pour travailler. Il n'y en a jamais un qui est triste de venir travailler. Donc, mais c'est pas comme ça partout. Et là, je me suis dit, mais si, si. Moi, je me souviens d'une des techniciennes qui arrive le matin, qui est effondrée, et qui dit, bah, tu m'as demandé de faire ça, c'est pas possible, je me sens pas capable, etc. Donc, l'émotion est présente. Et ce qui faisait peur, c'est la gestion de l'émotion. Et à l'heure où on parle d'intelligence émotionnelle dans les systèmes, mais ce qui fout la trouille à un manager, c'est d'avoir quelqu'un qui se fout en colère, c'est d'avoir quelqu'un qui pleure parce qu'il ne sait même pas comment faire avec lui-même. Donc là, moi, je fouillais déjà un peu la question parce que bah, je continuais mon développement en allant faire des stages, soit de développement personnel ou en allant m'inspirer de techniques, analyse transactionnelle, PNL, etc. Vraiment plein de sources. Et bien évidemment, je me rendais bien compte que je travaillais sur moi. Et à un moment donné, c'était même important d'aller approfondir comment je m'étais construit, qu'est-ce qui faisait que je faisais ça, qu'est-ce qui faisait que je ne faisais pas ça, puis d'aller fouiller la question. Donc, j'ai fait un champ thérapeutique, j'ai été vivre des expériences fortes, je me suis mis, entre guillemets, à l'épreuve pour avoir des miroirs à me dire, ah ouais, ouais, je fonctionne comme ça. Et puis de comprendre aussi comment d'autres personnes travaillent, parce qu'en fait, ben, l'humain est complexe. Donc, quand tu mets plusieurs humains ensemble, c'est encore plus complexe. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent traiter des sujets complexes. Donc, c'est avoir une vision systémique de ce champ de la complexité. Et des fois, suivant la nature du pouvoir, mais quelqu'un qui vit
une tension individuelle, hein, peut dire on arrête tout ça ou va mettre en péril un système. Mmh. Donc pour moi, c'est important d'avoir des clés de décodage. Et la meilleure clé de décodage, c'est l'expérience. Donc j'ai choisi de vivre des expériences Mmh. fortes. Parce qu'à partir de ça, bah, tu crées ton propre modèle, tu trouves des mots, tu peux interagir avec d'autres pour avancer. Et c'est comme ça Mmh. que j'ai fouillé le sujet profond, en fait, des sujets profonds. Voilà. Mmh. Ça me rappelle le début du livre de Jean-Philippe de Tonac que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, où dans le préambule, il explique que si le monde va mal, c'est qu'on a des hommes politiques et des dirigeants qui ne sont jamais descendus à l'intérieur d'eux, se connecter à leurs émotions, et qui fait qu'ils gèrent le monde de manière totalement déconnectée, déconnectée d'eux, du vivant, de l'être humain, quoi. Et ce que j'entends, ce qu'il me dit, c'est que pour pouvoir accompagner finalement les personnes dans le changement, que ça soit dans le personnel ou là, toi, tu es plutôt dans le système économique, dans le monde de l'entreprise, enfin, ou des groupes, il faut être capable de s'accueillir et de se connaître pour pouvoir accompagner l'autre à accueillir ses émotions. Parce que finalement, tous les freins qu'il y a, c'est les peurs, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur que l'autre me juge, mais finalement, tous les freins au bon fonctionnement, c'est que des freins émotionnels et personnels. Il y En a tout que cas, ça ça, passe quoi. par là. Ouais. Parce que ça pourrait être des freins de ressources, hein, mais les freins de ressources, par exemple, amènent à trouver par contrainte des nouvelles options. Donc, pour moi, le passage, oui, il est important. Et je reviens à une notion que tu as dit, c'est se transformer vient de la formation et de la transmission. Et ça pose une question de la transmission. C'est-à-dire, Mm. qu'est-ce que l'école nous transmet? Qu'est-ce que nos parents nous transmettent? Qu'est-ce que notre environnement nous transmet pour devenir les hommes et les femmes que nous sommes actuellement? Et à quel endroit il y a des espaces de vide et des espaces de plein? Euh, je pense que la vie, elle est liée. Elle est composée d'espaces de vide et de plein. Il suffit d'aller regarder les approches quantiques pour voir même qu'il y a même plus de vide que de plein. Donc, Oui. d'un point de vue philosophique, c'est intéressant d'aller toucher l'espace de vide. Or, notre société actuellement, elle ne fait que remplir, d'aller chercher de la matière pour posséder, remplir, etc. Parce que nous touchons l'illusion que si je n'ai pas, je ne vis pas. Or, la vie est plus remplie de vide que de plein. Donc, c'est quand même bon. Tu vois, en soirée ou dans des week-ends, quand tu fous ça, tu te dis, ah, mais oui, tiens, ça m'est arrivé. J'avais jamais regardé, je m'étais jamais posé cette question-là. D'accord? Et derrière ça aussi, tout le sujet de la transmission. Tu vois, qu'est-ce que nos pères nous ont transmis ou nous ont pas transmis? Euh, bon, moi, je connais pas tous les politiques du monde, bien évidemment, mais moi, je pense que ces hommes, ils vont toucher leur champ émotionnel. Ils y descendent, mais c'est comme quand tu es gamin et que tu dois descendre à la cave pour aller chercher des patates et que tu n'as pas de lumière, donc tu sais pas. Donc, c'est super intéressant d'avoir des gens autour de toi, des hommes, des femmes, pour te permettre de descendre dans la cave. Et donc, ça amène à regarder bah, comment je vis les choses et d'accepter. Et je pense que des fois, sans doute, ces hommes ne s'autorisent pas à demander de l'aide Mm. parce qu'ils n'ont pas reçu ou parce qu'il y a des formats. C'est tout, tous les propos du patriarcat qui reviennent. Le format ne pleure pas, tu dois être fort, tu dois bander tout le temps. Tous ces trucs qui viennent, qui polluent la vie parfois des hommes et des fils. Et donc, comment on fait pour avancer là-dessus? Et pour moi, je pense que tout est lié, tu vois. Cheminer. Alors, moi, ça m'a donné, et je me sens toujours en travail, hein, je peux observer que des fois, il y a des sujets qui reviennent, et je me disais, mais merde, je pensais que c'était traité, ça. Et non, la vie me ramène voilà, un vécu qui me remet en travail dans la relation père-fils, dans la relation pouvoir, dans la relation femme, dans la relation à l'argent. Voilà, donc, hop, comment je vais faire? Donc, une des clés, c'est de demander de l'aide. Pour moi, c'est OK.
j'accepte, et ça vient illustrer le titre et toute la beauté de ce mot qui est la vulnérabilité, et que Jean-Philippe éclaire, ou que je crois Mm. que c'est René Brand ou Brené Brown qui nous parle de la honte et de la vulnérabilité. Et pour moi, c'est un grand levier. Et c'est une expérience aussi dans un collectif. Quand le collectif se sent vulnérable et qu'il en prend conscience, il y a quelque chose qui se développe. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. On ne peut plus faire autrement. Là, en ce moment, sur le plan de l'humanité, nous touchons notre vulnérabilité par rapport à la température, par rapport à l'évolution. Et c'est la connaissance, ça va toucher autre part. C'est pas parce que je sais, c'est comme les paquets de cigarettes, que fumer tue, que je change. Il y a un champ, donc c'est en ça que il n'y a pas de changement sans aller travailler, sans aller toucher cette fameuse intelligence émotionnelle. Et on le sait, les neurosciences, c'est clair, hein, ça, hein. Je ne sais plus quel est le cerveau qui est touché à ce moment-là, mais quand il y a quand il y a un caillot de sang, un accident, les personnes euh, qui ont été atteintes n'arrivent plus à prendre de décision s'ils vont prendre un café ou un thé. Or, l'école nous apprend à réfléchir pour prendre des décisions en s'imaginant que c'est ça qui Mm. va sauver le monde, mais la part émotionnelle, d'autres vont parler d'intuition, de l'innovateur, elle est forte, elle est extrêmement forte. Quand on fait entre guillemets, de la recherche, du recrutement, ils ont bac plus 1000, tu as deux CV. Quand tu vas prendre tu vas dire, ah non, je préfère quand même celui-ci ou celle-là, parce que donc on va sur un autre registre, et accepter ça, de dire, bah oui, l'humain, il pose des choix, des fois, qui ne sont pas de l'ordre du cognitif ou de la logique, mais de l'ordre de l'élan, du cœur. Il y a quelque chose qui se pose. Voilà. C'est c'est assez intéressant parce que, en fait, on parle d'intelligence collective et de, finalement, pour moi, ça amène la notion de leadership aussi. Et j'ai fini il y a pas très longtemps, alors c'est raccord avec ce qu'on dit, mais un livre peut-être que tu connais qui s'appelle Les leaders se servent en dernier, Ah non, de je ne connais pas. Simon Soulek, je pense, si je me souviens bien son nom. Tu connais, non? Ah non, je ne connais pas. Ah. Et en fait, c'est quelqu'un qui amène la notion de leadership, et tout le long de son bouquin, il le travaille au point de vue des hormones, de, Hmm. donc de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine, tout ça. Et dans son livre, il parle de cercle de sécurité. C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure, il faut qu'une entreprise, elle se sente vulnérable de l'intérieur. Et qu'en fait, alors lui, il a compris, il amène avec plein d'exemples concrets, que ça soit avec des Marines, que ça soit dans des sociétés, avec vraiment des exemples concrets d'hommes d'affaires, et de comprendre que quand une société, elle crée un cercle de sécurité autour de tous les personnes qui la composent, et que le danger est à l'extérieur, les gens, ils se soutiennent, ils s'apprécient, parce que justement, et ils créent de l'ocytocine et de la sérotonine, donc le fait d'être fier de l'autre et de s'aimer les uns les autres. Et que toutes les structures qui créent de la dopamine, de la concurrence interne, s'effondrent au bout d'un moment. Même s'ils ont des résultats faramineux, en fait, ça fait ça, et au bout d'un moment, ça s'effondre. Alors que ceux qui créent de l'ocytocine, ça avance doucement, mais ça va même plus loin et plus haut que les autres. Et justement, quand tu parlais que tu as fait des études de biochimie, je me disais au début, mais limite, ça paraît normal parce que, en fait, c'est comme si, enfin, j'entendais tout ce que tu disais tout à l'heure, et c'est comme si, quand tu parlais d'exemples et de formation, on a appris pendant très longtemps aux personnes à créer des systèmes qui utilisent de la dopamine, donc à arriver à un objectif, et en plus, qui ne, où les gens, ça fonctionne vers eux. Parce qu'en fait, dans les hormones, dans le livre, il parle des hormones égoïstes, comme la dopamine et les endorphines, et puis des hormones altruistes, comme l'ocytocine qui arrive à se partager, alors que la dopamine, quand j'arrive à mon objectif, ça m'en donne qu'à moi, mais ça donne pas de la dopamine aux autres. Alors que moi, quand je crée de l'ocytocine et que je me mets en relation humainement, en réel, en présentiel avec d'autres personnes avec qui je travaille, et ben l'ocytocine qui arrive à l'intérieur de moi
elle va se générer aussi chez l'autre. Et c'est une émotion qui se partage, une hormone qui se partage. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est En fait, c'est à comme si travers le ça nous champ, oblige, c'est à travers le champ émotionnel que l'hormone se l'ocytocine. partage. Parce que Oui, en mais fait, c'est que, la peur se diffuse aussi vite que la joie peut se diffuser. oui, Et après, ça déclenche en fait des productions hormonales qui te mettent dans un état continu de pleine joie, de jouissance de la vie, etc. là-dessus. Et d'ailleurs, on en a des exemples très très récents sur le plan de la peur. C'est comment la peur génère de la peur, de l'angoisse, etc. Donc, comment il est possible. Puis ce qui est dingue, c'est que notre cerveau, il est hyper plastique, c'est-à-dire je pense, hier, j'étais avec quelqu'un qui pratique le yoga du rire, c'est-à-dire si tu te mets à rigoler comme ça simplement, ton cerveau, il ne fait pas la différence. Et que naturellement, tu te mets à produire des hormones, je dirais, qui sont liées à la joie, à la plénitude, etc. là-dessus. Donc, on est sacrément complexe. Pour moi, mm, c'est joyeux et en même temps impressionnant. mm. Impressionnant. Moi, ce qui me vient, c'est que, enfin, moi, j'étudie beaucoup en ce moment les neurosciences et puis le système réticulé activateur. Et moi, j'ai l'impression que la suite de l'humanité, tu vois, quand tu parles d'intelligence collective, elle est là, c'est comprendre que notre cerveau, il fait pas la différence entre euh, ce qu'on pense, ce qu'on voit à la télé, la réalité, pas la réalité, les mots qu'on dit, et que finalement, on se programme au quotidien. Quand je parlais de formation tout à l'heure et de transformation, c'est ça, c'est comprendre de comment on se forme entre les pensées qu'on dit, les pensées qu'on émet, les mots qu'on dit au quotidien, les films qu'on regarde, on se programme en permanence tout le temps, quoi. Sûr, Et bien que sûr. finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Non, c'est une forte interaction, hein. Ton environnement, qu'il soit visuel, dématérialisé, a une incidence sur ton état d'être. Et d'ailleurs, on le voit bien entre des communautés différentes. En psychologie sociale, et ils comparent ça, hein, et il y a vraiment des études formidables sur ce sujet-là. Donc pour moi, oui, notre environnement, euh, puis ça dépend de l'évolution de nos modèles. Dans l'humanité, il y a des évolutions de modèles. C'est-à-dire que tu repars dans les années 60-70, tout passait par le code ADN. Or là, actuellement, on sait qu'il y a 80%, on ne sait pas ce que les gènes portent. On commence tout juste depuis une quinzaine d'années à parler d'épigénétique, à mesurer l'incidence de l'environnement sur le déclenchement ou l'activation de certains gènes, etc. Donc, en fait, il y a une espèce d'envie d'intellectualiser, de scientifiser le vivant, parce que l'humain cherche à comprendre et à maîtriser, mais moi j'ai l'impression que c'est de regarder l'univers à travers un trou de serrure. C'est tellement grand. Quand certains disent, voilà, avec les aspro, alors chacun, pour moi c'est OK d'aller regarder, mais l'incidence des planètes sur des évolutions, etc., c'est-à-dire qu'ils prennent une taille beaucoup plus grande pour voir quelle est l'incidence, ah ben oui, ah ben oui, tiens, quand il y a des vagues solaires, ça peut déclencher ça. Tiens, quand on... Donc, en fait, on est très loin d'imaginer et de comprendre totalement ce qui se passe sur le plan du vivant et de l'univers. Même s'il y en a certains, à mon avis, ils ont touché un peu le champ, hein, mais les scientifiques, dans les années 70, la bande Einstein, etc., derrière, ils ont quand même beaucoup travaillé sur le champ de la conscience, de l'âme, de l'énergie universelle, etc. Donc ça revient là en ce moment. Il y a des implémentations qui se font et puis on arrive à un plafond de verre, donc on est obligé de revisiter le vivant, l'univers, l'énergie, de manière différente, hein. C'est Bohm qui parle des dialogues et qui dit que dans un collectif, au bout d'un certain temps, même si on ne savait pas trop, il y a une intention sur un sujet, il faut avoir confiance, il y a quelque chose qui va sortir. Mais dans notre actualité, faire de l'intelligence collective, des fois on me dit, vous pourriez nous former à l'intelligence collective en une après-midi? Non, je rigole. Euh, La meilleure option que je peux vous proposer, c'est de dormir sur le livre en espérant que ça va diffuser. Donc, ça ne répond pas à un rythme du vivant. Et des fois, en même temps, il peut y avoir une fulgurance qui est complètement dingue dans un groupe.
Donc, le rythme, euh, le rythme actuel, je pense aussi, notre lien au temps, j'ai pas le temps, il faut que je prenne le temps. Le jour où nous allons nous déconnecter de ce temps, je pense qu'on va faire un bond quantique quelque part, hein. Ça va. Peut-être que c'est la vie qui va nous amener à vivre ça. Euh, Moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu disais à un moment donné, tu parlais d'intelligence collective et que tu disais, ben, moi, je suis allé chercher des ressources à d'autres moments, je suis allé me former finalement, je suis allé faire des stages, tout ça. Donc, j'ai vu ton TEDx que tu as fait il y a quelques années, où tu parles d'une certaine initiation. Et est-ce que justement, enfin voilà, ce que je voulais savoir, c'est ton chemin vers toi, est-ce qu'il est venu justement en lien avec ce travail d'intelligence collective et ça a été une sorte de nécessité de se dire, bah, pour accompagner les autres, il faut que moi, j'aille creuser à l'intérieur de moi? Ou est-ce que ce chemin, c'est un chemin plutôt en lien avec quelque chose de personnel de ta vie? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu arrives finalement à travailler sur toi, à aller vivre des initiations? C'est quoi le déclencheur ou le moteur ou qu'est-ce qui s'est initié en toi pour que ça en arrive là? Euh, la première expérience initiatique que j'ai pu vivre, c'est quand j'ai été découvrir Éric Julien, parce qu'on se disait, ça serait peut-être intéressant de coécrire un livre sur l'intelligence collective, mais qu'on le fasse en intelligence collective. Et donc, je ne le connaissais pas du tout, Éric, hein. Je ne savais pas l'histoire des cookies, etc. Je ne savais pas du tout. Je, je- je- je me faisais une joie de découvrir cette partie-là. Je crois que le samedi après-midi, il nous a fait vivre ce qu'on appelle une sieste cosmique. Tu sais ce que c'est maintenant? Et ce qu'on peut appeler une expérience d'expansion de conscience, etc. Alors, ça se fait sans usage d'herbes sacrées, etc. C'est un état d'être là-dessus. Et en fait, il y avait quelqu'un qui guidait le processus et qui nous amenait à dire, ça serait quoi le leadership du vivant? On tournait autour de cette question-là, tu vois, écrire un livre, intelligence du vivant, etc. On ne savait pas trop bien. Oh ben, on va faire une sieste cosmique. Donc moi, je me disais, mais je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Donc en avant, voyons ce qui se passe, d'être allongé. Et puis il y a un homme qui joue du violoncelle qui s'appelle Michel Racine. Et donc j'étais allongé et je ne savais pas qu'il allait jouer du violoncelle. Et je pourrais pas te dire ce qui s'est passé. Mais la vibration de ce qu'il a joué. Il n'a pas joué du Handel, etc. Et il a joué comme ça, une inspiration pour nous mettre en mouvement. Je pourrais même pas dire dans une réflexion, euh, où il y avait un homme qui nous posait des questions. Et moi, je me suis retrouvé autre part. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'était la première expérience forte où j'étais à la fois dans le groupe et j'avais l'impression de toucher autre chose du vivant. Euh, Je t'explique pas, et j'avais l'impression qu'on répondait chacun, ça dansait naturellement, on se coupait pas la parole, tu vois. Quand on est en phase d'émission d'idées, d'idéation, oui, tiens, tiens, c'est une espèce de brouhaha. Et là, je crois qu'on était 8, en même temps, ça dansait, ça donnait des options, ça a été enregistré et tout, hein. Oh, mais je suis, de toute façon, quand je me suis réveillé de cette expérience-là, je pleurais, mais je pleurais non pas parce que j'étais triste, c'était et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bien évidemment, j'ai été fouiller la question, parce que j'ai un côté très pragmatique et puis un côté plutôt sensitif, et je ne pouvais pas mettre de côté ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas dire n'importe quoi, allez hop, là-dessus. Bon, donc j'ai fouillé la question. Et pour moi, ça m'a amené à tout le champ. D'ailleurs, c'est Vincent Houba qui parle dans le collectif des architectures invisibles, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le physique, mais qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Donc, moi, je touchais l'invisible là un peu en me disant, il y a un truc à aller fouiller là-dedans, quoi. C'est trop curieux. C'est
ça me paraît trop vaste. Donc j'ai commencé à fouiller le sujet de la conscience, le sujet des états modifiés de conscience, c'était quoi l'intérêt? Alors bien évidemment, tu as toutes les approches chamaniques avec les rituels, etc. Et en même temps, je voyais que dans les collectifs, on parlait de rituels, c'est-à-dire, OK, quand on va boire au café avec le pote, ton collègue de travail, tu as des rituels. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quels que soient les, alors, il y en a, ils prennent du café, il y en a, qui prennent des herbes, des substances, etc. Euh, je ne dis pas qu'il faut prendre ça à chaque fois pour développer des rituels, hein, soyons clairs là-dessus, mais c'est quoi l'incident? Donc, j'ai commencé à fouiller ce sujet-là. Ça, c'était vraiment ma grosse expérience. Et puis, en travaillant avec deux collègues en facilitation, un jour, on a un événement, puis je suis en train de préparer des papers, et puis je vois Ramon Cho, Gilles interagir et je vois de l'autre côté de la salle que de la manière dont ils interagissent, je sais pas, je les voyais se marrer. Il y avait quelque chose qui était différent. Donc j'ai posé mon feuille, j'ai été le voir, puis je dis, bon les gars, vous avez fait quelque chose tous les deux. Et puis Ramon Cho me regarde, fait un grand sourire, je fais, ouais, on a fait un truc, mais on peut rien te dire. Donc les connaissant bien, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pourriez quand même me dire sans me dévoiler tout ce que vous avez fait? Mmh. Là, ils m'expliquent qu'ils ont vécu une expérience initiatique qui s'appelle la fameuse expérience aventure initiatique des nouveaux guerriers. Et les connaissant L'initiation suffisamment, l'initiation du MKP, pour être, clair, pour que les voilà, gens. pour associer ça. Et donc ça, c'était le mercredi. Et puis le samedi, je vais surfer sur le site et il y avait une initiation en Belgique. Donc j'ai été vivre cette initiation en Belgique. Et pour moi, c'était une grande expérience de vie. C'était une grande expérience de vie parce que, si mes souvenirs sont bons, il y a 36 hommes autour de moi qui vivent la même expérience. Tu as 36 tranches de vie, des choses joyeuses, des choses impressionnantes, c'est-à-dire, et puis il y a quelque chose dans la présence, c'est-à-dire quand tu vois des choses horribles à la télévision, tu te dis, oh là là, c'est terrible, mais tu ne le vis pas. Là, tu as l'homme en face de toi qui te parle. Je ne pouvais pas mettre de côté euh, l'énergie, le sourire, les larmes de ce que l'homme partage. C'est impossible de mettre. Donc, c'est très confrontant. Pour moi, ça a été très confrontant. Ça m'a confronté au sujet de la violence. Et je me suis dit, waouh, tant que je ne suis pas capable de reconnaître la violence qui peut s'exprimer à travers moi et de changer quelque chose pour ça, mais le monde ne va pas changer, quoi. Donc, bon, puis en même temps, j'avais ma casquette de facilitateur, ça m'intriguait bien. Je me disais, 36 hommes qui accompagnent 36 autres hommes, qu'est-ce qu'ils fabriquent, quoi? Donc, oui, on parle de rituels, oui, on parle d'initiation, oui, on nous invite des fois à dire, mais ne racontez pas tout ce que vous vivez, vous pouvez témoigner de ce que vous vivez pour laisser, comment dire, Le mystère un peu. le mystère, le cadeau, les effets de surprise. Et moi, je suis tout à fait partisan pour ça. Et en même temps, des fois, ça me questionne. Je me dis, mais comment interpeller une partie de moi qui aurait envie, quand je mesure, mais c'est purement égotique, c'est quand je mesure l'incidence que ça a eu dans ma vie, j'aimerais bien que d'autres hommes vivent ça, hein. Et chacun a son rythme et chacun a son chemin. Donc, c'est une expérience très forte. C'est quand même 48 heures de remue-ménage et remue-ménage. C'est très puissant. Donc, en effet, ça peut être très, très impactant, hein. Je ne vais pas dire qu'il faut être solide psychologiquement, mais il faut être ouvert. Ça amène au questionnement, etc. derrière. Mmh. Euh, et puis, j'ai croisé des hommes qui ont vécu cette expérience. Et puis, je peux croiser des hommes qui ont beaucoup de suspicions, beaucoup d'inquiétudes. C'est quoi ce truc-là, etc. là-dessus. C'est normal, puisqu'on ne parle pas. Donc, dès qu'on ne parle pas ou on n'est pas totalement transparent, bah, la machine, elle se met en mouvement. Et en même temps, pour certains hommes, c'était pas évident. Donc, j'en ai croisé, hein. J'en ai croisé qui me disaient, mais moi, j'ai besoin d'un autre rythme. J'ai besoin de vivre autre chose par rapport
à mon énergie, ma manière d'être, etc. Là-dessus. Et donc, ça m'a amené aussi à proposer des dispositifs un peu plus longs pour permettre à des hommes d'aller fouiller, pas forcément au même rythme, hein, les sujets ou les thématiques euh, Mmh. d'être un homme, du masculin, etc., qui se passe là-dessus. Et c'était fort. Et puis la deuxième initiation, complètement folle, c'était, bon, Jérôme, tu vas accompagner des cercles d'hommes. Bon, il y a un sujet qu'on met souvent en dessous de la table, hein, soyons honnêtes, c'est la sexualité. Donc, ben, en fait, c'est quand même à 45 ans que je me suis dit, mais j'ai jamais vécu une expérience profonde, choisie entre hommes. Je ne te parle pas de l'armée. L'armée, j'étais obligé d'aller le faire. Et là, je me suis dit, mais j'ai rien eu, quoi. Alors, j'ai pas de frère. J'ai des cousins, cousines, mais j'ai plus de cousines que de cousins. Mon père a plusieurs frères et sœurs. Et j'ai dit, ah, mais en fait, j'ai pas de frère, quoi. Donc, je ne sais pas ce que c'est, tu vois, de partager un lien particulier. Alors, j'entends des hommes autour de moi qui disent, j'adore mon frère ou je déteste mon frère. Donc, la relation, elle n'est pas toujours si simple que ça. Mais factuellement, je n'avais pas de frère. Je ne savais pas ce que ça voulait dire Mmh. euh, avoir un frère. Et quand je vois la relation que je peux vivre maintenant avec des hommes que je ne connaissais pas il y avait 3 ans, et avec ouais, une qualité de lien, d'authenticité, de partage. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir vécu ça. Mmh. Et le sujet tabou mais sur la sexualité, mais très peu de transmission. Mmh. Très, très peu de transmission. Donc, allez hop, qu'est-ce que je pourrais vivre? Je commence à fouiller et j'ai choisi d'aller vivre l'expérience offerte, créée il y a quand même, je crois maintenant, je vais vieillir. Jacques, si tu entends Jacques Lucas sur Tantra Homme, allez, il y a 40 ans, Jacques Lucas a inventé, il va rigoler en entendant ça. Euh, Non, c'était pas 40 ans, parce que je l'ai interviewé il y a quelque temps quand même, ah bon, d'accord, tu me corriges. Euh, Oui, et mais je pense donc, que ça fait 15 ans ou 17 ans qu'il accompagne dans ces stages, quoi. Ouais. et là, rebelote. Mais quelle expérience! C'est-à-dire le rapport au corps, le rapport au sexe. Mais là, il y a peu de transmission. Mais sincèrement, il y a peu de transmission. Voire même, ça m'a questionné, ça me met en mouvement. C'est en emmenant des pères et des fils dans le désert. Quand j'ai dit au père, nous allons faire un cercle de sagesse sur la sexualité, mais il y a de la peur. Mais nous nous enfuyons. Bah ouais, j'ai peu reçu, donc je ne sais pas comment je vais transmettre, mais tu crois, attends, mon fils, il a 11 ans, ah bah, toi, tu as pensé à la sexualité et ton rapport au corps à quel âge? À 18 ans? Bah non. À quel âge alors? À 16 ans? Bah non, bien avant. Donc en fait, oui, il y a une partie où nous fuyons et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pouvoir transmettre ça? Donc, dans cet espace tantrique, mais c'était pareil, de la violence. Tu vois, à l'heure où on parle, bien évidemment, des viols des femmes, mais les viols des hommes existent, les incestes réels ou psychologiques existent, et donc ça a une incidence sur la manière d'être, sur la manière d'interagir. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour amener de la prise de conscience, amener de la douceur, de l'harmonisation pour... Et moi, j'ai pu observer que mais la parole et le croisement, donc c'est là où je m'amuse parce que je fais du deux en un, c'est ce que je peux faire pour traiter sur des sujets complexes plutôt business, associatifs, etc. Mais je le mets au service des interactions entre des pères et des fils pour prendre conscience de ce qui se vit, pour changer de regard, pour aller ajuster des positionnements, pour ouvrir des espaces qu'ils n'ont jamais ouverts, pour pouvoir poser une parole. Quand tu entends un père de 82 ans qui te dit ben moi, j'ai connu la guerre, j'étais une bouche complémentaire à nourrir, mais cet homme, il a porté ça tout le temps, toute sa vie. Et c'est important que les fils entendent ça, quelles que soient les colères, les joies, les tristesses qui se vivent, les hontes, de tout ce qui est transmis pour se dégager des choses qu'on pourrait encore porter, que je pourrais porter. Pour moi, c'est important de, d'aller faire ça parce que
En fait, à l'issue de ça, quand même, si je regarde dans les expériences ou les hommes que j'ai croisés, parce que pour moi, ça fait sens. OK, bon, allez, se retrouver entre hommes pour aller se faire du bien, entre guillemets, euh, psychologiquement, sans qu'il y ait d'incidence à l'extérieur de ces cercles, ça n'a pas de sens pour moi. Hmm. Ça peut avoir un sens momentané, mais à la longue, ça n'a pas de sens. Donc, en effet, ce qui est super questionnant, c'est que ces hommes, ces mecs qui disent mais c'est dingue, mais si le monde il pouvait être comme ça, mais tu vois pas, je te connais pas, Ludovic, puis quand je vois comment on interagit, comment je peux faire, mais le travail, il est là. Le travail, il est là, c'est ta manière de ce que tu as vécu, comment tu vas pouvoir aller le diffuser autre part, parce que c'est en rentrant dans la matière, hein, quand tu vas avoir ta compagne ou ton compagnon en face de toi, puis tu te dis, mais j'ai envie de vivre ça, je ne savais pas comment te le dire, voilà ce qui se passe, etc. Le dossier, il est là. Donc, pour moi, c'est, je ne vais pas dire armé, c'est outiller, faire vivre l'expérience pour dire, Anope, fais ça. Ah bah oui, bah écoute, je vais t'emmener déjeuner tous les mois. Quand il y a un père qui dit ça à son fils pour avoir un espace de partage, puis qu'ils ont vécu que c'était possible de parler authentiquement sur n'importe quel sujet, euh, ben ça ouvre des possibilités de faire. Pour moi, ça ouvre les espaces. Et ça a une incidence beaucoup plus loin. Si ces hommes se sentent bien dans leur manière d'être, de pouvoir dire, de pouvoir faire, ça va avoir une incidence autre part. Non, ça va contribuer. Pour moi, Ok. le sens de notre mission, elle se trouve de ma mission, je dis de notre mission, parce que je sais que tu accompagnes aussi des cercles d'hommes, c'est important. Puis tu vois, de travailler sur des formats différents. Mm. Je pense que c'est toute la richesse de ces hommes et de ces femmes qui accompagnent des cercles d'hommes, des cercles de femmes, des cercles mixtes. C'est aussi, je sens que c'est très actif. C'est-à-dire, les femmes nous ont devancés. En tout cas dans notre culture, hein, occidentale, à faire des cercles de femmes, etc. Même s'il existe, hein, il existait ça, hein, avec les artisans, quand les hommes allaient travailler, les ébénistes, etc., le fait de produire. C'est-à-dire, tu vois, dans des choses qui peuvent paraître anodines, les paroles se partagent. Il y a des femmes qui ont fait là, des ateliers de cuisine où il y avait 17 nationalités différentes. Personne ne connaît la langue de l'autre. Mais pourtant, à travers la confection, quelque chose de fort se tisse, et se tisse sur le plan du cœur et de notre profonde humanité. C'est-à-dire, je ne te comprends pas à travers la parole, mais dans la manière où tu es et tu partages, je me rapproche de toi. Et ça existait aussi dans des cercles d'hommes pour tout ce qui était le compagnonnage, par exemple, c'est une manière de cheminer, hein, d'avancer là-dessus. Donc, pour moi, c'est bien de vivre ces bulles-là. Et il n'y en a pas des bonnes. Puis qu'est-ce qu'on fait dans chaque bulle, bien évidemment, pour faire que ça s'harmonise bien. Voilà. Et puis tout ce qu'on peut faire vivre. Et puis s'amuser, en fait, parce que la vie est belle quand même. Ouais. Même s'il y a des drames, il y a des choses. Même moi, je tombais. Soit en tant que Jérôme ou accompagnateur, je tombais de ma chaise, je pleurais, je me disais, mais comment on peut vivre un truc pareil? Je n'arrivais même pas à imaginer. Je suis même touché là, parce que je le repense à des histoires complètement folles et à la fois aussi des espaces de beauté. Je repense dans le rapport du contact du père et du fils, notre envie. Comment d'être embrassé, d'être pris de manière inconditionnelle par notre père, c'est important. Et puis, je me souviens que dans un des week-ends, il y avait un duo où le père, c'était le plus âgé d'ailleurs du groupe, prenait soin de son fils parce que son fils développe une maladie neurodégénérative. Et quand on parlait du contact de la main sur le visage, etc., donc il y a des hommes, des fils qui disaient, mais je ne pensais pas que tu étais aussi doux sur le visage. C'est quand même complètement fou, tu vois, de simplement poser une main là-dessus. Puis dire, OK, combien de fois vous prenez
physiquement votre fils, vous l'embrassez, mais dans le sens être pris dans les bras, j'ai pas. Et puis cet homme dit, mais je comprends pas ta question, mais moi tous les jours. Tous les jours, j'embrasse mon fils parce que, bah, je l'aide, je le soutiens, donc le contact corporel pour la douche et cetera, je fais ça, donc waouh! Et la manière dont il vivait cette relation, alors que, je pourrais me dire: «Oh là là, c'est terrible d'avancer comme ça, d'avoir» mais il y avait quelque chose d'une beauté extraordinaire et il y avait un duo, père-fils dans lequel il y avait plutôt de l'attention, je voyais bien qu'ils étaient très interpellés par ce que vivaient d'autres, donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Mmh. Ces interactions, c'est dire: «Ah ouais, quand même, waouh!» Non, mais nous, on se chicane pour pas grand-chose là, mais tu vu ces 2 là, quoi. Donc c'était même à la fin, c'était même plus, il y avait quelque chose qui s'effaçait, tu vois? Dans le rapport père-fils, c'était 2 hommes entre eux, avec une considération, waouh! Donc voilà, il y a des choses très fortes, qui peuvent se vivre. Le cercle de sagesse de la sexualité, dans le désert où les pères, ils ont la trouille d'aller parler de leur expérience, de ce qui est essentiel et puis que les fils sont super attentifs et que, heu, 6 mois après, il y a un père qui m'appelle et qui dit: «Tu devineras jamais, mon fiston, il m'a demandé, parce qu'il va voir sa copine, puis il voudrait bien avoir sa première relation, sexuelle avec sa copine et cetera. Puis en fait, il m'a demandé». Donc il a il tombait de sa chaise aussi en disant et je me disais: «C'est bien, c'est là où il y a de la confiance qui se pose». Parce que sinon ça amène à quand même mais parfois des drames. Moi ça me fout en colère d'ailleurs, c'est cette colère qui me met en mouvement. Quand je me disais que j'entendais ces histoires d'hommes qui vivaient une honte parce que, à l'adolescence, leur corps se transforme, ils ont personne pour en parler, donc ils essaient d'explorer. Donc il y a les attouchements: «Je touche mon frère, je touche ma sœur, je touche ma cousine» et cetera. Mais où sont les adultes à cet endroit-là? Où sont les pères à cet endroit-là? Pour dire: «Bah oui, ton corps va changer. Oui, tu peux avoir des érections. Oui, tu peux avoir des éjaculations nocturnes. Oui, il y a ça, ta voix va changer. Oui, c'est normal, c'est OK». Mais où sont les pères pour transmettre? Donc ça conduit à ce que j'appelle des comportements sexuels exploratifs ou qui peuvent être répréhensibles par la loi, absolument, heu et les adultes sont pas là pour transmettre. Donc défaillance, position 1, non-présence. Puis quand le poteau rose est découvert, parce qu'il y a une grossesse qui se déclenche, parce qu'il y a une parole qui se libère, les parents ou l'environnement ne sont doublement pas là et ils disent: «Mais tu te rends compte de ce que tu as fait?» et cetera. Et moi, j'ai vu des hommes qui étaient complètement coupés de leur libido, du contact corporel, d'approcher une femme, un homme et cetera pour ça. Mais où se pose la transmission? Il faut faire quelque chose. Mmh. Il faut vraiment faire quelque chose. Sinon, je vais entendre encore dans 10 ans, tous ces comportements, au journal télévisé de 20 heures ou sur, BFM TV et pour moi, c'est pas OK. Donc je pense que nous avons la capacité de proposer quelque chose, pour transmettre, pour faire vivre et puis après les hommes, les fils, sont tout à fait légitimes, souverains pour mettre en application, voire même transmettre derrière. Voilà, mais à cet instant-là et je peux comprendre la peur, hein, c'est ces pères qui disaient: «Mais attends, moi j'ai rien reçu». OK, tu as rien reçu comme transmission. Est-ce que tu veux que ça perdure? Donc ça nous ramène à notre responsabilité. Bah, non, non. Bon, OK. Alors moi, je pense qu'il vaut mieux faire maladroitement et amorcer quelque chose que de ne rien faire du tout. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va durer Mmh. et donc OK. Est-ce que tu es prêt à te sentir vulnérable? Est-ce que tu es prêt à te sentir imparfait?
Mais est-ce que tu sens qu'en te connectant à l'amour profond que tu as pour ce garçon, pour ce fils, ça va changer quelque chose? Et souvent, ils disent oui. Ils sont venus pour ça, consciemment ou inconsciemment, ils sont venus pour ça, parce qu'ils rêvent eux-mêmes de ça dans leur lignée. Donc ça se fait, ça se façonne. Mmh. Et après, on mange ensemble, et après, on boit un coup, et puis on danse. C'est ça qui est dingue, et puis ça crée un souvenir Ouais. complètement fou. J'ai l'impression qu'en fait, ça va être la deuxième phase. Que je me dis là, quand je vois le mouvement du masculin, ça fait déjà, on va dire, 10 15 ans que ça émerge et que ça monte. Et c'est vrai que, enfin, de notre posture, on voit de plus en plus d'hommes qui accompagnent d'autres hommes, qui créent des cercles, qui créent des accompagnements. Donc, il y a eu une montée comme ça en conscience et en authenticité. Et peut-être que la phase d'après, ça va être justement de créer des nouvelles transmissions, Oui, des nouvelles, comme tu parlais de des formes, père-fils. Enfin, moi, je le sens vraiment formes. comme ça. Là, pour l'instant, il y a un mouvement qui émerge pour arrêter le processus. Et puis après, le processus va s'inverser et on va créer. Tout à l'heure, tu parlais d'initiation du MKP que moi j'ai faite aussi, et je me rappelle quand même, il y a quand même un temps dans le week-end où ils nous remettent en lien avec une sorte de fierté de la lignée. Il y a un espace où c'est permis de pouvoir être fier de dire bah, je descends de cette lignée-là et j'ai pas à en avoir honte et je peux en être fier. Et c'est comme si avec les nouvelles transmissions père-fils, il va y avoir ce truc de moi, j'aimerais bien que dans, 2 générations, mon petit-fils, il puisse dire: «Waouh, mais ça, c'est mon père qui me l'a transmis parce que lui-même, il le tenait de son grand-père», de ça et que ça soit des valeurs pas j'étais bourrin comme mon grand-père ou mon père, mais c'était, waouh, c'est, cette humanité, cette vulnérabilité, cette puissance qui est là, bah, c'est mes parents et mes grands-parents qui me les ont transmis et là, je me dirais que dans une ou 2 générations, le taf, il sera fait parce qu'on aura réengrammé quelque chose de différent. Mais c'est moi, j'ai l'impression que c'est la phase qui va arriver dans les 10 ans, quoi, où ça va émerger de plus en plus, qu'il y ait des accompagnements, père-fils Ouais. et c'est ça qui va être beau, quoi. Ouais, des accompagnements père-fils, il y en a, ça existe depuis longtemps, hein. Mais je pense que, en fait, soit ça existe depuis longtemps parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui est très difficile dans la relation, hein. Donc, ça y va directement. Mais là où je vois une nuance, c'est que parce que des fois, les hommes, ils ont du mal à faire un pas en avant en discutant, mais j'ai pas de problème, je comprends pas. S'il faut aller dans ces cercles-là pour avoir des problèmes, non, mais j'en ai, entre guillemets, déjà suffisamment comme ça, c'est pas la peine, etc. Donc, il y a une espèce de peur. Je pense qu'il faut, en tout cas, quand je dis il faut, c'est ma vision des choses, c'est qu'est-ce que je peux offrir qui est un peu intermédiaire, qui a une phase d'interrogation sur, mais en fait, je transmets quoi ou je transmets pas quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est simple ou qu'est-ce qui est pas simple. D'ailleurs, quand je questionne les hommes qui viennent là, au cœur du masculin, je leur dis, mais pourquoi vous venez là? Ben, il y en a certains, ils disent, mais quel que soit l'âge, hein, non, mais je me rends compte que j'ai pas tellement d'amis hommes. Donc j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Il pourrait continuer sa vie comme ça, quoi. C'est pas rédhibitoire, tu vois. Euh, alors, il y en a d'autres, c'est différent. Je viens de me séparer de ma compagne, voilà, je suis complètement perdu, donc le monde s'écroule là-dessus, où il y a des sujets sur la transmission. Et je pense sur les pères et les fils, ouais, il y a quelque chose sur partager un bon moment. C'est pas le. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est encore plus actif pour les week-ends mère et homme, c'est-à-dire que juste avant la Covid, là, normalement c'était le week-end, on avait l'intention de faire un week-end mère et homme, c'est-à-dire des hommes comme nous qui invitent leur mère. Deux tentatives avortées, c'est même rigolo de le dire, euh, où
quand les fils vont voir leur mère pour dire j'aimerais bien t'emmener vivre un week-end. D'ailleurs, c'est un des sujets qui se met en travail. Pour les pères-fils, c'est exactement la même chose. Dire oh ouais, ça serait génial de faire un week-end avec papa. Et puis très vite, c'est ouh là là, comment je vais lui présenter ça? Donc déjà là, ça se met en travail. Pareil pour les fils-mères. Et en fait, les mères, elles avaient. Il y a eu beaucoup de discussions et il y a eu beaucoup d'annulations parce que les mères avaient peur que ce soit un week-end règlement de compte. Et en fait, c'est pas l'objectif, c'est de remettre de l'harmonie. Donc, ça montre quand même que il y a comment on prend soin pour créer cet espace et parler de cet espace-là, que ce soit simple, pour que ce soit doux. Il n'y a pas besoin, je pense, dans les accompagnements, de revivre la douleur ultime de la relation pour pouvoir, je vais dire, arracher la croûte pour aller curer la plaie. Ça sent un peu le vieux monde, quoi. Donc, je pense qu'il y a des choses à imaginer, à proposer pour prendre soin de ça et Mm. s'offrir des moments d'humanité, simplement d'humanité, d'amusement, parce que mais et puis des fois, bah oui, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc on revient, c'est en ça que c'est initiatique. C'est-à-dire, si tu expliques, bonjour, vous allez arriver vendredi soir, on va commencer à faire ça, ça, puis là, à ce moment-là, je pense qu'il y a 50% des duos qui vont pleurer parce que mais on n'irait jamais. Vous dire, oui, oui, vous allez faire un slow, vous allez danser quand je t'aime avec votre fils, des Miss Roussos entre hommes, ça vous va, mais il viendrait jamais. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer pour faire que ça se passe et faire confiance aux vivants pour que les duos arrivent. Donc, ça, pour moi, il y a ça, adoucir pour créer l'espace, et puis les formats croisés. Donc, oui, il y a les femmes, les cercles de femmes, les 13 lunes, les sagesses féminines, etc. Oui, MKP, tous les mouvements, Tente Blanche, Cercle d'hommes, Parole, Guy Corneau, etc. Je sens qu'il y a une demande qui est, ça serait cool de faire du mix, mais ça serait mieux de faire que du mixte. Et en fait, je ne suis pas partisan de ça. Moi, je vois qu'il y a des espaces différents. Ça ne se traite pas de la même manière dans l'énergie en cercle d'hommes, parce que très vite, quand le sexe opposé ou le sexe similaire vient, bah, il y a nos petites blessures, nos enjeux qui se réactivent. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que ça joue là. C'est-à-dire, La là, ici, séduction, il y a la séduction, il y a la compétition, il y a plein de choses qui rentrent en jeu d'un coup. c'est très, très rapide. Donc, hop, comment je vais faire là-dessus? Et puis, avec les pères, les fils, pareil. Alors, je sais qu'il y a des hommes qui font des week-ends père-fille. Et c'est cool. Bon, moi, je me sens pas de nourrir ça, mais c'est aussi important. C'est pareil, j'ai interpellé des pères là-dessus en disant, mais où est votre place dans votre transmission sur la sexualité vis-à-vis de votre fille? Ah, mais sa mère va s'en occuper. Bah, tu me fais rire, toi? Est-ce que la mère, elle sait comment ça se passe, le sexe, la verge, etc. Bien sûr, elle peut y avoir goûté, entre guillemets, mais elle ne sait pas comment ça se vit. Donc, qu'est-ce que je peux transmettre? Ah, mais oui, et jusque où je vais transmettre? Parce que tu sais, je voudrais pas que. Donc, il y a des tas de peurs au niveau société. Moi, je prends plus ma fille sur mes genoux. Ok, quel âge elle a? Bah, elle a 12 ans. Ah ouais, super. Donc, aussi, c'est quand même incroyable de se couper de ça parce que justement, euh, il y a des actes qui ont été commis et au lieu de mettre de la parole en disant attends, moi c'est ok, c'est important que je te prenne dans les bras, tu as 16 ans, ton corps, tu deviens une femme, je suis très admiratif du chemin que tu prends, etc. Ça ne veut pas dire que tu as envie d'avoir une relation sexuelle avec ta fille. Alors peut-être que les analystes diraient ah bah oui, il y a la projection de l'inceste qui se pose. Ok, ok. Mais en même temps, c'est important de garder le contact. L'incidence du contact, on a quand même bien mesuré ces dernières années qu'est-ce que ça provoquait. Si je t'avais parlé Mm. pendant 2 heures comme ça, je pense que ça n'aurait pas produit la même chose. Voilà.
Ouais, non, puis je t'aurais moins entendu quand même. Ah oui, oui, hein, je pense que ça serait passé autrement. Bon, enfin voilà. Ouais, ouais. C'est des Hmm. sujets passionnants, hein, évidemment, hein, Ouais. et branlants des fois, hein. Ça vient toucher l'intimité, ça vient toucher notre part profondément humaine. Voilà ce que je peux te partager, Ludovic. Merci, merci Jérôme de tous ces mots, de tous ces partages. On va arriver à la fin de notre interview. Merci pour cette Euh, parenthèse d'échange. et ben, Élargie. hmm, ouais, moi, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir pris ce temps, d'avoir pris le temps d'être dans le partage, dans la sincérité, dans l'authenticité, puis dans la vision que tu peux avoir aussi de ce que tu fais, comment tu accompagnes. Mm. Merci beaucoup. Euh, Mm. Eh ben, je remercie aussi toutes les personnes qui me suivent régulièrement, ou qui nous suivent quand je suis avec les invités que j'interviewe. Donc, si vous aimez ce format, toutes les interviews que je propose, n'hésitez pas à liker, partager, parlez-en à vos amis. Soyons fous, changeons le monde. C'est ça. Voyons large. Ouais. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. Alors, À la prochaine. merci. Merci Salut. encore, Jérôme, et puis bonne continuation et bonne Ouais. journée à tout le monde. Bye. Au revoir.